Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. À 2 ans de la prochaine présidentielle, chacun avance ses pions. Les forces vives s'organisent. À défaut d'avoir les mains libres dans un gouvernement antithétique, Bruno Retailleau mise sur une nouvelle aventure. L'exécutif, lui, est paru cruellement affaibli et désarmé. Emmanuel Macron, pas convaincant sur TF1 mardi soir. Et François Bayrou, sévèrement attaqué en commission parlementaire. Triste spectateur, les Français n'ont toujours aucun blanc-seing sur une meilleure sécurité et un meilleur pouvoir d'achat. Tous les sondages démontrent leur pessimisme. Et vous, Maude Bréjon, qu'en pensez-vous? Où vous situez-vous sur cet échiquier encore mouvant? Une heure d'entretien avec vous, avec Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Presque 5 millions de postes de télévision allumés mardi soir pour ce que mon confrère Vincent Trémollet de Villers du Figaro a appelé le Macron-Rama, sorte d'exercice de confession du président de la République face aux Français, avec plusieurs face-à-face pendant plus de 3 heures. Hubert Beuve-Méry, le patron légendaire du Monde, avait un jour expliqué aux journalistes qu'il fallait faire chiant, autrement dit, expliquer dans le détail, sans chercher à simplifier, sans chercher à faire du style. Alors, est-ce que vous diriez que le président a voulu faire chiant pour mieux expliquer? D'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais peut-être commencer par vous dire ce que moi j'attendais en tant que députée, en tant que citoyenne de cette interview, qui était une interview importante parce que c'était la première grande prise de parole du président depuis plusieurs semaines dans un contexte politique compliqué. J'en attendais 2 choses. D'abord, un cap et des explications, une ligne directrice, un fil rouge sur l'international. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de prises d'initiative du président de la République, des chefs d'État européens. Et donc je crois que beaucoup de nos compatriotes avaient besoin de clarification et avaient besoin de perspectives. Le président de la République leur a donné. Et ensuite, j'avais besoin de voir un président de la République qui, malgré un contexte national que je ne nie pas et que je n'ignore pas, garder un pied dans la vie quotidienne des Français. Vous voyez, moi, je crois qu'un président de la République, quand bien même ses marges de manœuvre sont limitées, parce qu'aujourd'hui elles sont limitées, ça peut pas être juste un super ambassadeur. Ça peut pas être uniquement quelqu'un qui se contente, je ne voudrais pas minimiser la fonction, mais de porter de la voix de la France en étant surtout sur les sommets européens à et l'international. Moi, j'attends d'un président de la République qui s'intéresse aux fins de mois des Français, qui s'intéresse aux problématiques d'insécurité, qui s'intéresse aux attentes criantes en matière migratoire, par exemple. Et je crois que c'est ce qu'a essayé de faire le président mardi dernier. Madame Bréjon, Mais le résultat n'est pas... Ouais, ce qui est ressorti de l'émission, c'était une forme totale d'impuissance. On se dit, ce président, mais qu'est-ce qu'il va faire pendant les 2 ans qui restent? On a le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment en écoutant certains politiques et certains commentateurs qu'on a découvert mercredi matin quelle était la situation politique de ce pays. Qu'on a découvert mercredi matin que plus personne n'avait de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on avait un exécutif, un gouvernement en partie bloqué. En réalité, c'est pas nouveau. Ce contexte politique-là... Oui, mais il voulait reprendre la main, le président, et là, il a échoué, de fait. Il est issu des dernières élections législatives, et donc du choix souverain du peuple français, et on va devoir faire avec pendant 2 ans. Et est-ce qu'il faut avancer? Bien sûr, il y aurait quelque chose de vertigineux à se dire qu'on mettrait le pays sur pause pendant 2 ans. Mais ça, c'est pas uniquement la responsabilité du président, c'est aussi la responsabilité des parlementaires. Parce que le blocage, aujourd'hui, il est en partie au Parlement. Enfin, c'est lui qui a dissous. Mais plusieurs considéraient par ailleurs qu'il y avait une forme d'attente référendaire, d'attente d'annonce référendaire avec cette intervention. Or, de référendum, à ce qu'on en comprend, il n'y en aura pas. Ni celui qui est désiré par bien les Français sur l'immigration, ni d'autres qui ne sont pas appelés, mais même ceux-là ne viendront pas. Alors, c'est pas ce que j'ai compris personnellement. Ah d'accord. Chacun sa lecture. Ce que je retiens de cette émission, c'est que le président garde une volonté très forte de soumettre des questions au référendum dans les mois à venir et qu'il se donne probablement du temps pour les annoncer, pour y réfléchir et pour les travailler. Donc vous avez compris, qu'il y aurait peut-être un référendum sur certains sujets. Ma conviction, c'est que le président de la République n'a pas changé sur cette question et qu'il a bien pour intention de soumettre des grandes questions via des référendums lors de cette grand-messe face aux Français. Parce qu'il faut avoir les bonnes questions au bon moment, parce qu'il faut respecter le travail du Parlement. Donc il n'était pas prêt. À titre personnel, je pense qu'on a besoin de davantage de démocratie directe. Et je pense que dans un contexte bloqué au Parlement aujourd'hui, le référendum doit permettre de dénouer certaines problématiques. Sauf sur l'immigration ?
Je vais prendre... Mais alors, sur l'immigration, je ne suis pas défavorable. Faut-il encore que ça rentre dans le champ constitutionnel? Et vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses questions autour de ça. J'ai tendance à répondre en matière d'immigration qu'à titre personnel, je n'ai pas besoin d'un référendum pour savoir ce que les Français attendent. Et il y a quelque chose au fond d'un peu hypocrite, à dire qu'il faudrait un référendum sur l'immigration, comme si on ignorait... Un autre sur la dépense publique. Non, mais comme si on ignorait... C'est pour se donner les moyens d'agir. Les finances publiques, c'est un peu plus complexe. Sur la question de l'immigration, 80-90% des Français, enfin les sondages s'enchaînent depuis des années maintenant, les élections s'enchaînent aussi. Les Français, ils veulent davantage d'ordre, davantage d'autorité, davantage de maîtrise des flux migratoires. Personne n'a besoin de référendum pour savoir cela. Ensuite, il y a les responsables politiques qui veulent bien écouter ce que nous demandent les Français et ceux qui l'ignorent. Mais je dirais que le référendum n'est pas un sondage nécessairement. Le référendum, c'est se donner les moyens d'agir, se donner les moyens d'avoir le pouvoir pour mener les réformes nécessaires. On a les moyens. Je vais vous donner un autre exemple. On a voté une loi immigration il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Une bonne partie des mesures issues de cette loi immigration ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Les décrets ne sont pas encore sortis. Pour des raisons de forme. À la demande du président. Ces mesures ont été... Le président a saisi le Conseil constitutionnel. Il n'a pas demandé au Conseil constitutionnel de retoquer ces mesures. Mais est-ce que ça ne revient pas au même? Parce que là, vous ouvrez des brèches, mais... Je termine là-dessus. Un certain nombre de ces mesures, par exemple le délit de séjour irrégulier, le conditionnement des aides sociales à une certaine durée de résidence sur le sol français, ont été retirées de cette loi pour des raisons de forme. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on puisse de nouveau débattre de ces mesures au Parlement, de telle sorte que le Parlement les adopte, et je suis convaincue qu'on trouvera une majorité dessus. Nous n'avons pas besoin de référendum pour le faire, nous pouvons le faire demain, mais il est de la responsabilité... Une nouvelle loi sur l'immigration, ça a été exclu par le Premier ministre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et la majorité viendrait avec le RN. Quand 80%... Donc il faut une nouvelle loi sur l'immigration. Quand une large majorité des Français nous demandent matin, midi et soir de serrer la vis en matière migratoire, le gouvernement se doit de laisser à minima la possibilité au Parlement de débattre de nouvelles mesures. Remettons sur la table la question du délit de séjour irrégulier, remettons sur la table la question du conditionnement des aides sociales non contributives. Je l'ai réclamé à plusieurs reprises. Bruno Retailleau a fait d'autres propositions, par exemple, sur la durée de maintien en centre de rétention administrative pour les étrangers reconnus coupables de viol ou de meurtre, par exemple. Vous n'êtes pas tous sur la même ligne, puisqu'il y en a qui n'en veulent pas de cette loi. L'idée qu'il y aurait absolument besoin d'un référendum pour avancer est fausse. On a la possibilité d'avancer et il est de la responsabilité du gouvernement de faire des propositions législatives et de permettre au Parlement d'en débattre. Ça ne résoudra pas tout d'un coup de baguette magique, mais enfin, pour avancer, il faut bien poser des jalons. Voilà. Et ça, c'est de la responsabilité de François Bayrou. François Bayrou qui a 75% de mécontents, baromètre dans le JDD aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie des 3/4 des Français qui sont mécontents de François Bayrou? Moi, je prends acte du résultat des dernières élections législatives. Personne n'avait de majorité. J'avais deux objectifs. Préserver la France de l'extrême gauche, du nouveau Front populaire, de la France insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, qui ne vaut pas beaucoup mieux, et préserver la France de l'instabilité. La France insoumise, c'est raté. On avait une solution, c'était de bâtir la coalition la plus large possible. Et c'est ce qu'a réussi à faire Michel Barnier. En septembre dernier, j'étais sa porte-parole. Cette alliance-là, elle est nécessaire avec les Républicains, avec Horizon, avec le Modem, avec Renaissance, et elle doit perdurer. Donc, il est aujourd'hui de la responsabilité de François Bayrou, dans un contexte que je sais extrêmement difficile, de faire vivre. Et c'est pas évident, ce socle commun, en écoutant les uns et les autres. Il arrive à le faire vivre, et en faisant des propositions, notamment législatives, qui permettent à chacun de s'y retrouver. Voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a des attentes un petit peu différentes. Donc pendant 2 ans, il va falloir qu'on continue comme ça, mais vous, à 34 ans, Maud Bréjon, vous avez plus envie d'une nouvelle renaissance ou d'une résurrection de la droite? Je ne comprends pas bien ce que votre question signifie. La Renaissance, c'est-à-dire qu'après 27, est-ce qu'on continue avec un modèle à la Renaissance? Ou est-ce que, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est un jour important pour la droite républicaine, est-ce que vous avez envie peut-être plus
d'un virage à droite, comme une bonne partie des Français. D'abord, je ne compare pas le contexte qui a été celui de 2017, lorsque je me suis engagée auprès du président de la République, en 2016 même, à celui d'aujourd'hui, en 2025, et à celui qu'on vivra en 2027. Ma conviction, c'est que les problématiques ont évolué, les enjeux français ont changé, et le paysage politique a été aussi largement bouleversé. Eu égard à ces constats, je souhaite profondément qu'on puisse faire perdurer cette alliance de la droite et du centre au-delà de 2027. Donc vous êtes comme Édouard Philippe qui souhaite une alliance de Gérald Darmanin à la gauche d'Anne Hidalgo. Je souhaite qu'on ait un candidat... Pour reprendre les mots de Laurent Wauquiez. Mais Anne Hidalgo n'est pas dans la majorité, n'est pas dans le socle commun aujourd'hui. Ah bon. Et moi, je ne me sens pas du tout faire partie de la même famille politique qu'Anne Hidalgo. Vous voyez, elle est au Parti Socialiste, elle est socialiste. Monsieur Lombard est aussi un socialiste. Je suis membre de... Madame Borne vient du PS aussi. Je suis membre de Renaissance, qui est le même parti, par exemple, que Gérald Darmanin, qui n'est quand même pas un homme de gauche. Donc je crois qu'on doit, encore une fois, préserver cette unité-là. Vous savez, on a beau me dire ce qu'on veut, pardon, vous me faites signe d'arrêter de... Non, j'attends que vous concluiez. Face au Rassemblement national, qui aujourd'hui est extrêmement puissant, et face à la gauche, qui est aussi très installée dans ce pays, je crois que si on veut gagner les élections de 2027 et convaincre les Français, il va falloir qu'on fasse preuve d'un peu d'intelligence collective, et ça passe d'abord par l'unité. Maude Bréjon est l'invitée du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. À tout de suite. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos avec la députée Renaissance Maude Bréjon. Comme l'écrit Jules Torres dans le JD News cette semaine, entre les gaullistes sociaux, les libéraux déclassés, les conservateurs de tradition, les identitaires sans complexe, les orphelins du sarkozysme, autant de droites qui cohabitent sans fusionner, s'additionnent sans jamais s'unir. Deux droites s'affrontent. Aujourd'hui, ce dimanche, celle de Laurent Wauquiez et celle de Bruno Retailleau, elles s'affrontent mais ne sont pas fondamentalement différentes. Même si la députée Renaissance que vous êtes n'est pas directement concernée, est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que vous pensez qu'il y a un candidat qui est mieux placé qu'un autre ? Non, et je ne me permettrai pas, un jour de scrutin, de dire aux militants LR, un parti qui n'est pas le mien, ce qu'ils doivent voter, ce serait irrespectueux. J'ai beaucoup de respect pour tous les militants, peu importe leur appartenance partisane par ailleurs. En revanche, ce que je souhaite, c'est que le futur président des LR s'engage ensuite à maintenir l'unité qui est celle du bloc central aujourd'hui. Je disais avant la coupure pub que entre le Rassemblement national d'un côté et l'extrême gauche de l'autre, on va devoir faire preuve d'unité. Et moi, je crois qu'il y a davantage de choses qui rassemblent Gérald Darmanin, Édouard Philippe ou Bruno Retailleau, au fond, que de sujets qui les séparent. On a beau dire... Vous n'avez pas cité Laurent Wauquiez. Parce que Laurent Wauquiez me semble-t-il, regarde davantage du côté de Reconquête. C'est la fameuse phrase où il dit « je veux une droite jusqu'à Sarah Knafo ». Ce qui m'apparaît comme un peu absurde, en tout cas absurde ? Quand on met Gérald Darmanin et Sarah Knafo dans le même panier, c'est qu'il y en a au moins un des deux qu'on connaît très mal. Et si on met Éric Lombard et Bruno Retailleau dans le même panier ? Mais ça répondait à un contexte extrêmement particulier. Encore une fois, d'ailleurs, je ne veux pas être sa porte-parole, mais que Bruno Retailleau a maintes fois redit et réexpliqué que s'il avait accepté d'entrer dans le gouvernement dans ce contexte-là, c'était pour éviter la nomination et l'arrivée du nouveau Front populaire au gouvernement, ce qui me semble quand même être une raison largement valable. Moi, je crois à la grande union de la droite et du centre. Plutôt avec Retailleau. Qui avait fait en son temps, et encore une fois dans des circonstances différentes, Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Je pense par ailleurs que cette union-là, elle a déjà débuté lorsqu'en 2017, Édouard Philippe est nommé Premier ministre, que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu rejoignent Emmanuel Macron. C'était la première brique à ça. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a 8 mois, dans les Hauts-de-Seine, dans mon beau département, on a eu donc les élections législatives, comme chacun sait, suite à la dissolution. Les Républicains n'ont pas investi de candidat face à moi dans ma circonscription, parce qu'au fond, on s'entendait sur l'essentiel. Et à l'inverse, nous n'avons pas investi de candidat face à Jean-Didier Berger, qui aujourd'hui soutient Laurent Wauquiez, ou face à Philippe Juvin. Pourquoi donc il y a une entente cordiale. Parce qu'au fond, sans nier, sans gommer nos divergences, on s'accorde sur l'essentiel. Et on a beau me dire que la politique, c'est pas de l'arithmétique, on m'enlèvera pas de l'idée que pour gagner, il faut quand même mieux faire des additions que des soustractions. Qu'est-ce que vous dites aux députés et aux ministres
que j'appellerais afouériste, qui demande sine die la sortie de Bruno Retailleau du gouvernement. Je prends par exemple la proposition d'Éric Bothorel qui demande qu'on donne une OQTG, obligation de quitter le gouvernement, à Bruno Retailleau. Je ne comprends pas bien, en fait, quel est le sens de ces provocations. Encore une fois, quelle est l'alternative ? C'est parce qu'il y a eu une critique, ou en tout cas, sur Europe 1, Bruno Retailleau a dit qu'il n'était pas macroniste, qu'il avait des divergences avec le président. Expliquons les choses. Bruno Retailleau a dit qu'il n'était pas macroniste. Enfin, qui a découvert cette semaine que Bruno Retailleau n'était pas macroniste ? Visiblement, Éric Bothorel ou Prisca Thévenot, qui dit être contre le macronisme, accepter de se faire nommer précisément par celui qui a créé le macronisme, c'est beau la politique. C'est pas un scoop. On sait bien que le gouvernement tel qu'il est constitué associe des femmes et des hommes qui ne pensent pas toujours de la même façon. Et il me semble d'ailleurs que s'il y a bien une chose qu'a voulu nous enseigner, nous inculquer le président de la République, à nous qui l'avons rejoint, c'est cette capacité, au fond, d'ouvrir les fenêtres et d'aller travailler avec des gens un peu différents de nous. Je crois que c'est ce qu'on essaie de faire. Durant la campagne pour l'élection de la présidence de LR, il y a quand même beaucoup de critiques qui ont été formulées par Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau contre le président de la République, contre Renaissance. Vous ne pensez pas qu'à l'issue de cette élection, ça va laisser des traces et que l'alliance du bloc central que vous appelez de vos voeux, elle a du plomb dans l'aile quand même, non ? Je crois qu'on doit, les uns et les autres, apprendre peut-être à dialoguer davantage, à se respecter davantage. Je pense néanmoins qu'au-delà des chefs à plumes, si je peux me permettre, il y a beaucoup de parlementaires comme moi, de responsables politiques, de LR, de Horizon, de Renaissance, qui ont envie que ça fonctionne et qui ont envie de construire plutôt que détruire. Et j'entends Laurent Wauquiez qui se veut le garant au fond de la vraie droite. Mais c'est quoi la vraie droite aujourd'hui ? Les Républicains, le parti Les Républicains n'a plus le monopole de la droite. C'est terminé, ça. Je regardais avant de venir l'évolution du nombre de députés LR ex-UMP à l'Assemblée nationale. En 2002, ils en avaient 360. En 2007, ils en avaient 300. En 2012, ils en avaient 200. En 2017, ils en avaient 110. En 2022, ils en avaient 60. Donc, je veux bien que ces gens viennent nous expliquer... Il y a des vases communicants et il y en a qui sont retrouvés dans l'équipe de M. Macron. Je veux bien que ces gens viennent... c'est quoi ? C'est Horizon, c'est Renaissance aujourd'hui ? Je veux bien que ces gens viennent nous expliquer qu'ils ont le monopole de ce qu'est la vraie droite, mais en réalité, c'est pas vraiment... Vous diriez à Wauquiez qu'il n'a pas le monopole de la droite aujourd'hui ? Il n'a évidemment pas le monopole de la droite, et toutes les élections précédentes, d'ailleurs, le démontrent. Vous savez, je connais beaucoup d'électeurs, beaucoup, dans mon département des Hauts-de-Seine, qui ont jadis soutenu Jacques Chirac, qui ont fait la campagne de Nicolas Sarkozy et qui ont voté Emmanuel Macron aux dernières élections présidentielles. Eh bien, je dis à Laurent Wauquiez que parmi ces 10 millions d'électeurs qui, au premier tour, ont voté Emmanuel Macron aux dernières élections présidentielles, il y a beaucoup d'électeurs de droite et qui devraient parfois faire attention à ne pas trop les insulter dans les propos qu'il peut avoir. Mais alors, vous disiez, cela dit, il faut une union de la droite et du centre autant que possible dans le bloc central. Vous rappeliez par ailleurs une partie de la droite s'était ralliée à Emmanuel Macron en d'autres temps. Diriez-vous que dans la prochaine étape, il s'agit pour le centre de s'allier à une figure de droite, donc déplacer à droite le centre de gravité du bloc central? En tout cas, il va falloir trouver... un trait d'union, le plus petit dénominateur commun, pour reprendre mes expressions d'ingénieur. Et un seul candidat. Mais le point d'équilibre était plus au centre. Est-ce qu'il sera de même plus à droite? Alors, il va falloir un seul candidat qui arrive à rassembler, c'est ma conviction, de Renaissance jusqu'aux Républicains. Je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il n'est jamais évident de faire s'accorder les partis entre eux, et parce que derrière, il y a des égos, il y a les égos des uns et des autres, et les velléités de candidature que j'entends bien. On pourrait citer, je pense, 5, 6, 7 personnalités aujourd'hui dans cet espace politique qui prétendent... Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau... Xavier Bertrand, David Lisnard, Laurent Wauquiez, enfin bon... allez, on pourrait arriver à 10, ce qui est d'ailleurs un petit peu ridicule. Moi, je crois que si on est sincèrement attaché à l'intérêt du pays, on va devoir travailler à cette unité. Commençons par le faire autour d'un projet. Commençons par se mettre autour de la table, par discuter de ce sur quoi on est d'accord et de ce sur quoi on doit continuer à travailler ensemble. Et puis ensuite, on verra. Mais faisons au moins cette démarche-là. Vous savez, moi, il y a aucune personnalité qui, puis aujourd'hui, pour vous, sort du lot et qui devrait être l'élément fédérateur. Mais on verra quand les projets seront sur la table. Comment est-ce que les uns et les autres peuvent s'accorder? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'entends chaque semaine, à Antony, à Sceaux, dans ma circonscription, des gens qui me disent « faudra vous mettre d'accord parce qu'au second tour, nous, on ne veut pas devoir choisir entre M. Bardella et M. Mélenchon. » Chaque semaine. Et si les partis refusent
de faire cette alliance, de travailler à cette unité-là, je formule le pari que les électeurs nous imposeront cette unité dans les urnes. Alors, lorsque Laurent Wauquiez dit qu'il faut désormais faire un front républicain, mais pas celui auquel on est habitué, un front républicain contre LFI demain. Est-ce que, vous avez tantôt vous avez dit deux choses, nous devions nous garder, soit un gouvernement LFI, soit le chaos. Donc, est-ce que vous partagez finalement la même lecture des choses? Le véritable danger pour la République aujourd'hui, ce n'est plus le RN ou le camp national, c'est plutôt LFI. En tout cas, il faut un cordon sanitaire évident avec la France insoumise, et Laurent Wauquiez a raison, mais moi je suis très à l'aise. Et contre le RN aussi? Je suis très à l'aise, je me suis exprimée au lendemain du premier tour des dernières élections législatives pour dire que jamais je n'appellerai à voter la France insoumise ni Europe Écologie Les Verts, que je mets dans le même panier, face au Rassemblement national. Pas une voix pour le Rassemblement national, pas une voix pour la France insoumise ou pour leurs alliés Europe Écologie Les Verts. C'est deux partis qui ont des histoires très différentes, qui sont en réalité un peu compliquées à comparer. Mais Laurent Wauquiez a raison en disant qu'il faut avoir un cordon sanitaire extrêmement clair vis-à-vis de la France insoumise et que tout appel à voter pour la France insoumise nous serait reproché et nous sera reproché. Mais le cas de figure impossible où s'affrontent le Rassemblement national et LFI ou les écolos, pour qui votez-vous? Mais d'abord, on va faire une campagne. J'entends bien qu'il y aura cette volonté de nous poser la question. Non, mais ça peut être dans des législatives, juste sur un candidat, par exemple, sur une circonscription. Dans ce cas-là, est-ce que vous, Maude Bréjon, vous faites un choix? D'abord, je le redis, on doit... Est-ce que vous mettez le RN dans le même panier qu'LFI, en gros? C'est deux partis très différents. Je le redis, c'est deux projets différents. Non, mais parce que se pose la question de l'arc républicain. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un arc républicain, ou appelez ça comme vous voulez, un front républicain, comme il y en a eu un en juin 2024. Mais arc républicain, ça veut rien dire, d'accord? On a passé des semaines, des mois... ça veut peut-être rien dire, mais enfin, c'était dans la mode, on a passé des mois dans la bouche du président. À disserter sur ce qu'était l'arc républicain, qui était dans l'arc républicain, qui n'était pas dans l'arc républicain. Tout ça est un peu ridicule. Je suis content de vous voir sourire parce que c'est le président lui-même qui a inventé cette notion. Oui, mais je ne suis pas là pour donner des brevets de républicanisme aux uns et aux autres. Ce qui m'importe, encore une fois, c'est l'échéance présidentielle dans 2 ans et le travail auquel je souhaiterais participer pour avoir un projet crédible qui rassemble la droite et le centre et un candidat commun. Et d'ici là, essayons de travailler en ce qui nous concerne parlementaires, intelligemment au Parlement pour répondre aux angoisses des Français sur les questions de sécurité, Madame Bréjon, d'immigration, vous êtes très clair, mais Gabriel Attal, qui est le patron de votre parti, Renaissance, aux dernières élections législatives, avait appelé à voter pour des candidats LFI quand ils étaient opposés au Front National. Oui. Donc vous êtes complètement en désaccord avec lui sur cette question. Oui, je ne partage pas. Ça va mieux en le disant. Il a raison de poser la question. Je me suis déjà exprimé dessus. Je ne partage pas ce positionnement. Je considère que la défense des valeurs républicaines ne passe pas par l'appel à voter par la France insoumise et que c'est une compromission que moi je ne ferai jamais. Voilà. Je considère que la France insoumise, de par ce qu'elle véhicule, de relents d'antisémitisme, de plébiscite du communautarisme, doit être combattu sans la moindre nuance, si vous voulez. Mais vous comprenez que cela dit des nuances politiques, vous en rajoutez un peu, c'est-à-dire dans votre même parti, vous n'hiérarchisez pas les menaces de la même manière. Certains disent la grande menace, c'est LFI, d'autres disent la grande menace, c'est le RN, au point il faut voter LFI. Dans le même parti, vous nous permettrez d'être, sinon perplexes, à tout le moins confus. Non, mais j'entends complètement ce questionnement. On a au sein de Renaissance des lignes qui, parfois, sur certains sujets, sont des lignes différentes. Comme le plus fondamental. Je ne vais pas essayer de vous expliquer l'inverse, parce que je vous mentirais et que ce ne serait pas très crédible, mais je suis là en tant que Maude Bréjon pour porter la ligne qui est la mienne, tout simplement. Eh bien, ça tombe bien, et on va continuer à dialoguer et s'entretenir avec vous dans le grand rendez-vous. À tout de suite sur nos 2 antennes. La députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Maude Bréjon, est l'invitée du grand rendez-vous ce dimanche. Maude Bréjon, 80% des Français estiment que la justice est laxiste. C'est un sondage CSA pour le JDD, CNews et Europe 1. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, propose pourtant plusieurs choses. Passer de 235 à 4 peines, supprimer les peines avec sursis, remplacement par des peines de probation et la construction également de cette prison de haute sécurité dans la forêt amazonienne en Guyane. C'est le retour du bagne? D'abord, je voudrais dire qu'à mon humble avis, on a beaucoup de chance d'avoir Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux aujourd'hui.
Quand je regarde ce qu'il a fait ces dernières années, il a fait preuve d'une grande constance et d'une immense combativité sur ces questions. Quand il était ministre de l'Intérieur, on se rappelle des opérations Place Net XXL, pour ne citer que celle-ci, des moyens et des forces de l'ordre qui ont été critiqués aussi. Des moyens et des forces de l'ordre. Beaucoup de com' quand même, Mme Boisgeon, non? C'est pas ce que moi j'ai entendu sur le terrain avec les élus ou les préfets. Vous parliez des opérations Place Net qui ont été très critiquées, comme le disait Pierre. Tout ce qu'il a fait quand il était ministre de l'Intérieur et ce qu'il fait aujourd'hui en tant que ministre de la Justice, la loi sur le narcotrafic et effectivement cette annonce dans le JDD. Moi, je veux vous dire, on a le sentiment parfois que ce pays est bloqué, qu'on n'arrive pas à agir, que tout ça est enlisé. C'est pas qu'un sentiment, malheureusement, je pense. Eh ben, on a là un ministre qui ne vit pas dans la théorie. Moi, je connais bien Gérald Darmanin et c'est probablement ce que j'apprécie le plus chez lui. Gérald Darmanin, il aime beaucoup lire, mais il ne vit pas uniquement, il ne s'enferme pas uniquement dans la théorie. C'est quelqu'un qui avance avec des actions concrètes. En l'occurrence, les prisons de haute sécurité, il y en aura 2 sur le territoire métropolitain. Une troisième et donc a été annoncée. Dont Vendin-le-Vieil que le président a visité. A visité. Une troisième qui a été annoncée hier soir. Pourquoi en Guyane ? Pourquoi ce territoire-là ? Parce qu'il s'attaque à toutes les échelles du narcotrafic. De là où part parfois le narcotrafic, et la Guyane en fait partie, en passant par les grands réseaux, jusqu'aux consommateurs. Il regarde l'intégralité de la chaîne. Et c'est ce qui rend, je crois, cette démarche extrêmement pertinente. Au fond, Gérald Darmanin ne dit pas l'important c'est uniquement de combattre les grands narcotrafiquants et puis au fond le consommateur c'est pas très grave parce qu'on lui trouvera des excuses sociales. Il fait et l'un et l'autre. Je crois que c'est ce que les Français attendent. Mais il y a une constante, cela dit, vous noterez, en l'espace de quelques années. Nicolas Dupont-Aignan veut envoyer les auteurs de crimes islamistes au Kerguelen. Ensuite, plus récemment, sur un autre registre, Laurent Wauquiez dit les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et maintenant, le retour du bagne en Guyane. Alors, j'essaie de comprendre. Finalement, il n'y a pas une constante derrière ça. C'est-à-dire que les Français, au-delà de leurs différentes expressions politiques, voudraient faire dégager du territoire, tout simplement, les éléments troubles qui perturbent la vie de la nation. Pas simplement les encadrer juridiquement dans le cadre d'un espace pénitentiaire humanitaire qu'ils dégagent. Alors, pardonnez-moi, mais vous mettez ces propositions dans le même panier parce qu'il s'agit des Outre-mer. Oui, mais le fait est qu'il y a une constante. Le fond de ces propositions sont quand même, les fonds de ces propositions sont quand même très, très, très différents. Je comprends que la prison qui est prévue en Guyane vise d'abord à accueillir des personnes de la zone. On ne s'interdit pas, bien sûr, d'y faire venir des personnes depuis la métropole s'il y a des places disponibles. L'objectif, c'est bien d'y enfermer des personnes Mais vous comprenez que le message envoyé est issues de cette zone-là. Ça n'a rien à voir. Construire une prison avec une aile de haute sécurité en Guyane parce qu'il y a des besoins localement d'emprisonnement, ça n'a rien à voir avec enfermer, envoyer des personnes. C'est pas que pour les narcotrafiquants de Guyane, Madame Boisgeon, c'est pas ça l'idée quand même. C'est pas ça l'idée, c'est pas qu'enfermer des narcotrafiquants qu'on va arrêter en Guyane, c'est aussi d'envoyer des gens qui sont en métropole. La priorité, c'est d'enfermer des personnes issues de la zone guyanaise. Il y a quand même un effet d'annonce de Gérald Darmanin sur cette affaire. Mais la priorité, c'est d'enfermer les personnes issues de la zone guyanaise, encore une fois, parce que c'est l'ensemble de la route que prend le trafic de drogue que cible Gérald Darmanin, et donc qui part parfois des Outre-mer pour arriver dans les cités ou maintenant les villages d'ailleurs français de métropole. Et donc non, ça n'a rien à voir avec Saint-Pierre-et-Miquelon et voilà. Je ne comparerai pas ces deux propositions. On parlait de Place Net tout à l'heure. Effectivement, Stéphane et moi avons soulevé le fait que ces opérations Place Net avaient été critiquées. Critiquées pourquoi ? Pas parce qu'elles existaient, au contraire. C'était une bonne chose de donner un coup de taser sur le trafic de drogue. C'est que les maires, notamment les élus locaux, disaient Place Net, le problème, c'est qu'à un moment donné, les forces de l'ordre s'en vont. Et quand les forces de l'ordre s'en vont, eh bien, les deals, les points de deal se reforment. Et c'est un problème. 76% des Français estiment qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles. C'est un nouveau sondage, c'est ça pour le JDD, CNews et Europe 1. C'est quand même 3/4 des Français qui estiment que, là encore, c'est dans les cas extrêmes où les Français en appellent à l'armée. Alors l'armée est malheureusement et heureusement d'ailleurs affectée à beaucoup de missions. Est-ce que là, il n'y a pas urgence à faire encore plus pour contre le narcotrafic? Je ne pense pas qu'il faille faire appel à l'armée. Je crois en revanche que ce que traduit ce sondage, c'est la volonté
bien davantage de fermeté, de bien davantage d'autorité en la matière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la lutte contre la drogue, la lutte contre le narcotrafic, c'est un combat quotidien. Et c'est probablement un combat que vous ne gagnez jamais complètement, qui est sans cesse à renouveler. C'est une hydre à plusieurs têtes, c'est ça, qui se reforme. Qui se reforme, et donc que vous devez, pied à pied, combattre chaque jour et sans arrêt. Mais est-ce que ce sondage, c'est pas aussi un terrible aveu d'échec? Quand même, vous êtes au pouvoir depuis 8 ans. Madame Bréjon. Je ne prétends pas que tout a été bien fait et que tout a été réussi. Je dis en revanche qu'on a massivement augmenté le nombre de forces de l'ordre, plus de 10 000 gendarmes et policiers supplémentaires, qu'on a massivement augmenté le budget de la justice, il a augmenté de 60% depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République. On a voté une loi importante contre le narcotrafic portée par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin il y a quelques semaines de ça au Parlement. Et Gérald Darmanin continue, encore une fois, avec des exemples très concrets qui doivent permettre de faire avancer ce combat-là. J'entends une partie de la classe politique qui, au fond, véhicule l'idée que c'est trop difficile, qu'on ne va pas y arriver, que c'est un combat perdu d'avance. Sur plein de jusqu'à dire d'ailleurs que la solution serait la légalisation sur plein de sujets. On se souvient de la drogue, ou en tout cas de certaines drogues. Moi, je crois qu'il ne faut pas abdiquer face à l'enjeu du narcotrafic. Je crois qu'il ne faut pas abdiquer face à ceux qui vendent de la drogue sur notre territoire, avec tout ce que ça engendre de drames, d'insécurité et de misère sociale. Mais voilà. est-ce que on le voit dans le sondage, c'est pas un appel à l'armée en tant que tel de manière décomplexée. Il y a tout simplement, est-ce que c'est pas un signal envoyé par une majorité de la population que le cadre qui est le nôtre actuellement ne fonctionne plus? Dans les paramètres actuels, le droit sert trop souvent ceux qui en jouent pour le retourner contre la France, contre la sécurité des uns des autres, mais pas simplement sur le narcotrafic. Les islamistes d'un côté, l'immigration qui déborde de tous les sens de l'autre. Est-ce que c'est pas un signal envoyé sur le mode quand M. Retailleau dit l'état de droit tel qu'il fonctionne en ce moment, il faut être capable de le redéfinir parce qu'il est dévoyé. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment que le cadre actuel paralyse l'action gouvernementale? En partie, probablement. Et moi, j'entends beaucoup d'électeurs dans ma circonscription qui ne comprennent pas le fonctionnement de la justice aujourd'hui, qui ne le comprennent plus, qui ont le sentiment qu'elle est parfois pas assez sévère, en tout cas que les pouvoirs publics, in fine, ne sont pas suffisamment efficaces. Avez-vous le même sentiment? Ça fait... Je le partage, en partie, parce que, vous voyez, j'essaie de n'être ni sourde ni aveugle. Je vois bien que malgré tous les moyens déployés, malgré l'énergie de Gérald Darmanin, de Bruno Retailleau et d'autres hier, ce fléau est toujours là et il gagne en importance. Donc, c'est bien qu'il y a certaines choses qu'on a mal faites ou qu'on n'a pas faites. C'est ça, c'est que... essayer... Non, mais il n'est pas interdit en politique de se remettre un petit peu en cause et de se remettre un peu en question. C'est pas une tare, vous voyez. Ce qui est souvent avancé, c'est que c'est peut-être pas forcément la justice qui fonctionne pas, c'est ceux qui l'exécutent, et en l'occurrence les juges. Qu'est-ce qu'on fait du syndicat de la magistrature, par exemple? Alors, il y a quand même une question de ce qu'est l'état du droit aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu, à mon avis, dire Bruno Retailleau. On a un peu confondu la question d'état de droit et d'état du droit. Moi, je crois qu'en matière d'état du droit, il y a des évolutions sur les peines minimales, par exemple, qui devraient pouvoir intervenir de toute urgence. Et là encore, on parlait de faut-il faire ou pas des référendums tout à l'heure. Mais la question des peines planchées, la question du quantum de peine, la façon dont on traite la récidive... Vous n'avez pas répondu sur les juges. Tout ça, Gérald Darmanin... Tout ça, c'est la prérogative du Parlement. Et le Parlement a aujourd'hui, si le gouvernement le permet, les moyens d'avancer dessus. Mais sur les juges, est-ce que Gérald Darmanin a envie d'avancer sur les juges après avoir justement donné toute une série de propositions sur les peines et sur le droit? Est-ce que sur les juges, et notamment sur une certaine interprétation de la justice, et notamment, encore une fois, pardonnez-moi, le syndicat de la magistrature, est-ce qu'il y a des avancées qui pourront être connues chez le ministre? Il y a deux... Alors ça, il faudra lui demander, moi je ne parlerai pas à sa place. Il y a deux questions. Vous avez dit que vous le connaissiez bien. Est-ce que le syndicat de la magistrature est un organisme ultra politisé? La réponse est évidemment oui. Enfin, chacun se souvient des différentes affaires, si je puis dire, jusqu'au mur des cons à l'époque, qui avait légitimement... extrêmement choqué. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la question de Mathieu. Qu'est-ce qu'on fait? Les juges interprètent le droit, mais c'est bien le Parlement qui écrit et qui fait le droit. Et donc, nous avons des moyens législatifs de réduire ces possibilités d'interprétation et d'orienter les décisions des juges. Mais pour ça, il faut que le Parlement et que le gouvernement s'en donnent les moyens. Maude Bréjon, invitée du Grand Rendez-vous. On revient dans un instant, on va parler d'argent.
Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Maude Bréjon. Vous êtes favorable à un référendum sur les dépenses, sur la dette. Le président de la République qui d'ailleurs Vous n'êtes pas favorable à un référendum sur la dépense et la dette ? J'ai pas bien compris quelle serait la question posée aux Français. Si vous demandez aux Français, souhaitez-vous réduire le déficit ? Ils vous répondront oui. Oui. Si vous demandez aux Français, souhaitez-vous réduire les dépenses de l'État ? Il faut aborder la question. Ils vous répondront oui. Si vous demandez aux Français, souhaitez-vous baisser le nombre d'enseignants, par exemple ? Ils vous répondront probablement non. Donc, l'idée générique d'un référendum sur le budget, je n'y suis pas opposée par principe, mais je ne comprends pas bien comment ça se déclinerait aujourd'hui. Mais donc, du coup, vous êtes pour quand même poser la question et la mettre sur la table, ou est-ce que c'est le job du Parlement ? Moi, par essence, je ne suis jamais opposée à demander, à solliciter les Français sur des questions majeures qu'engage la nation et la question budgétaire, avec la réduction du déficit qui est absolument nécessaire, en est une. Mais encore faut-il qu'on m'explique quelle est précisément la question posée. On ne va pas mettre l'intégralité du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec le président ? Au référendum, ça n'aurait pas beaucoup de sens et ça ne serait pas très lisible. Mais alors ça répond à l'idée pour François Bayrou, notamment François Bayrou qui avait premier mis cette idée sur la table, c'est la difficulté de faire accepter aux Français un certain nombre d'économies, un certain nombre de sacrifices, notamment sur la dépense sociale qui représente quasiment la moitié de la dépense publique. Selon vous, où est-ce qu'il faudrait faire des économies, où est-ce qu'il faut couper dans la dépense sociale ? Est-ce qu'il faut toucher aux retraites notamment ? Je pense qu'il n'est pas, à mon sens, il n'est pas raisonnable de demander aux retraités, en tout cas aux retraités les plus modestes, qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, de contribuer à un effort que l'État ne ferait pas lui-même. Regardons d'abord, avant de penser augmentation d'impôts, diminution de retraite, augmentation de taxes, regardons d'abord où est-ce que nous, on peut revoir les marges de l'État et où est-ce qu'on peut couper dans la dépense publique. Où par exemple ? Je commencerai par dire que beaucoup de politiques, et j'en entends beaucoup au Parlement, demandent de réduire les dépenses quand ils sont en plateau, mais font des propositions de dépenses nouvelles lorsqu'ils sont à l'Assemblée nationale. Donc on est tous pleins de contradictions. Moi je crois par exemple qu'en matière de dépenses sociales, sur les aides sociales, sur les dépenses de santé, il y a aujourd'hui des choix courageux à faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir demain payer son médecin et tous ses médicaments. Attention, ne rentrons pas dans les caricatures. Mais je crois pour autant que le tout gratuit en matière de santé, tel qu'il a existé un temps, la France est un des pays qui rembourse, dans lequel le reste à charge est le plus réduit au sein des pays de l'OCDE en tout cas. Je crois que ce temps-là n'est plus tenable et qu'il va donc falloir regarder comment est-ce qu'on peut dépenser autrement, en tout cas peut-être, et rembourser peut-être certaines prestations moins qu'on a pu le faire par le passé. Par exemple sur les dépenses de transport. Transport sanitaire. Voilà, c'est un exemple, mais ça coûte beaucoup d'argent à l'assurance maladie. On a un exemple les taxis concret. seront en grève demain, ils manifestent contre cette mesure. Les taxis seront en grève demain, j'entends bien, mais je crois qu'il va falloir malgré tout avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on rembourse, et alors qu'on n'en a plus les moyens. Où est-ce qu'on prend dans la protection sociale qui coûte 900 milliards chaque année en France ? Dans la protection sociale, c'est-à-dire ? Oui, dans la protection sociale, je viens de vous donner un exemple. Oui, mais est-ce qu'il y a... Parce que là, est-ce que vous avez chiffré votre exemple ? Parce que 900 milliards, je parle sous le contrôle de Stéphane qui connaît les chiffres parfaitement. Le transport sanitaire, c'est autour de 7 milliards. Donc. 7 milliards sur 900, bon. Oui, on va pas tout couper. Pardonnez-moi, 7 milliards, c'est pas complètement rien. Il n'y a pas que cet exemple-là. Il faut voir aussi ce qu'on regarde dans les remboursements, dans les différentes prestations de consultation de médecins, de spécialistes. Et les agences. Mais il y a aussi, agences. On parle beaucoup des agences. Oui. Est-ce qu'il y a trop d'agences en France ? La réponse est oui. Est-ce que ça génère de la complexité, y compris administrative ? La réponse est oui. Est-ce que ça génère des coûts inutile. Est-ce qu'une agence comme la CIMAD, par exemple, a encore lieu d'être ? Mais je vais répondre en vous disant deux choses. D'abord, on ne comblera pas le déficit français uniquement en réduisant le nombre d'agences. On gagnera quelques centaines de millions d'euros, peut-être quelques milliards, et je pense que c'est encore très surestimé. En revanche, est-ce que ce type d'associations ont vocation
à être financés via de l'argent public, c'est une question qui est un tout petit peu différente, voyez-vous. Mais vous n'y répondez pas. La question comme la CIMAD, oui ou non, qui travaille contre les intérêts de l'État et avec contre les orientations politiques de l'État en matière migratoire, puisque c'est de ça dont on parle, peut-être que tout le monde ne connaît pas, avec l'argent de l'État, c'est un vrai problème. Il ne faut pas le faire uniquement pour des raisons budgétaires. Mais il faut le faire pour des raisons de cohérence et de principes moraux. C'est quand même des questions budgétaires en plus. Mais alors, je me permets de poser la question presque sur le plan historique. Dans les années 80, on a vu aux États-Unis, il y a eu le moment Reagan. En Grande-Bretagne, le moment Thatcher. En France, il y aurait pu avoir un moment équivalent qu'il n'y a peut-être pas eu. Est-ce que la France n'a pas eu manqué dans son histoire relativement récente un moment d'un choc libéral qui aurait permis de débureaucratiser, de défiscaliser, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État est un mammouth qui écrase tout? Probablement. Moi, depuis que j'ai souvenir de la politique dans ce pays, on parle de besoin de simplification, de rationalisation. Force est de constater que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je sais aussi que depuis plusieurs années, on a traversé des crises absolument majeures qui nous ont empêchés d'avancer sur cette question. Ce sera de toute évidence toujours une raison pour justifier la croissance de l'État. Une question centrale du débat en 2027. Je rappelle à toute fin utile qu'on a terminé l'année à plus de 7% de déficit et que de toute évidence, vu la croissance qui est en berne cette année, ça ne devrait pas être beaucoup mieux fin 2025. Mais est-ce que la France aurait besoin d'un moment libéral? Peut-être le mot ne vous plaira pas, mais un moment libéral clairement. Non, c'est pas que le mot me plaît pas et je suis pas opposée au libéralisme. Mais encore faut-il savoir ce qu'on met concrètement derrière. Brejon, le président de la République, mardi soir, a remis sur la table la question de la TVA sociale, même s'il n'a pas employé exactement le terme. Il a dit qu'il faudrait peut-être augmenter les impôts sur la consommation pour baisser les charges qui pèsent sur le travail. Selon vous, c'est une bonne idée ? Mais en fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'avant de réfléchir encore une fois à des hausses de taxes et des hausses d'impôts, on commence par réfléchir à des baisses de dépenses. Comment est-ce qu'on finance le système social français ? C'est une question évidemment cruciale, mais je souhaiterais qu'on commence par regarder où est-ce qu'on peut baisser les coûts du système social. Pourquoi aller chercher en permanence... Donc c'est pas une bonne idée. Pourquoi aller chercher en permanence des nouveaux moyens de financement? Avant de chercher des nouveaux moyens de financement, commençons par regarder où est-ce qu'on peut réduire ces dépenses-là. Et puis ensuite, on pourra discuter de la façon dont on les finance. Mais commençons d'abord par regarder où est-ce qu'on peut réduire avant d'aller chercher, encore une fois, de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes. Les Français on paie déjà beaucoup. Et par ailleurs, la question de la... C'est augmenter la TVA pour baisser les cotisations sociales. J'entends bien. Et pas augmenter les impôts. Moi, je suis prudente sur cette question parce que la TVA est un impôt qui est en réalité très, très injuste. Alors, il faut voir comment c'est décliné derrière. Mais la TVA, ça touche tout autant le petit retraité modeste qui va faire ses courses que les grandes fortunes de ce pays. Voilà. Et donc, je crois que si on veut un peu si on veut travailler à l'adhésion à l'impôt, qui est en berne aujourd'hui, il faut que les gens aient le sentiment que les choix qu'on fait et que les efforts demandés soient justes et équitablement répartis. Et la TVA ne me semble pas être la clé de répartition la plus juste. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des réflexes de facilité quelquefois lorsque j'entends l'idée qu'il faudrait augmenter pour un temps, circonstanciellement, ça ne durera pas les impôts des plus riches, entre guillemets, d'amener toujours les plus privilégiés, entre guillemets, à payer toujours davantage? Il n'y a pas cette idée que finalement des milliards dormiraient quelque part dans la société, on va les prendre, on va régler tous les problèmes et on n'a pas à réformer l'État? D'abord, les Français les plus aisés contribuent déjà massivement à l'effort national, et ce, depuis plusieurs années. Est-ce qu'il faut s'interdire des efforts ponctuels? D'autres efforts ponctuels? La réponse est non, mais je pense qu'il y en avait déjà beaucoup dans le budget qui a été voté l'année dernière. Et qu'encore une fois, il y a une forme de facilité et une forme de paresse. Il ne faut pas le prolonger cet effort, Madame Brejon, parce qu'il y a le débat actuellement dans la majorité. Est-ce que cette contribution sur les plus grands, les plus fortunés ou les plus aisés, est-ce qu'il faut la prolonger l'année prochaine ou c'est juste pour un an comme ça a été voté? Moi, je pense qu'il faut tenir les engagements qu'on a pris devant les Français et devant tous les Français. On a dit qu'on demandait un effort, encore une fois, ciblé et ponctuel. Cet effort doit rester ciblé et doit rester ponctuel. On s'est engagé à faire en sorte que cet effort
soit uniquement pour 1 an. C'est effectivement ce qu'on a voté. Eh ben, tenons notre engagement. Encore une fois, il y a une forme Comme la surtaxe sur les hauts revenus qui a été décidée en 2011 et qui n'a jamais finalement disparu et qui est toujours là en 2025. Il y a une forme de facilité et de paresse lorsqu'il y a un effort budgétaire à se tourner uniquement vers la question de l'impôt. Je crois qu'encore une fois, on doit avoir le courage d'aller réduire certaines dépenses. C'est pas facile à faire. Quand vous en parlez, tout le monde est d'accord. Quand vous rentrez dans le concret, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a expérimenté avec Michel Barnier sur la baisse de certains fonctionnaires, sur la question de la contribution des retraités les plus aisés. C'est pas évident, mais je pense qu'on ne s'en sortira que comme ça. Un autre exemple, on parlait par exemple du système de santé. On avait essayé avec Michel Barnier de réguler le nombre d'arrêts maladie. Arrêts maladie, et notamment pour les fonctionnaires. Mais enfin, on nous a ramenés à Javier Milei ou Margaret Thatcher. Bien sûr. Uniquement parce que... Mais eux le font. Uniquement parce Et Margaret Thatcher disait que le socialisme, c'était quand on avait terminé de dépenser l'argent des autres. Oui, c'est très Est-ce que on ne doit pas changer de dogme ? Parce que si vous, par exemple, dans une collectivité locale, c'est souvent le cas, et vous êtes député, donc vous savez comment ça marche. Imaginez les recettes fiscales amputées d'un tiers, par exemple, d'un tiers ou d'un quart. Qu'est-ce qui se passerait ? L'État, ou en tout cas votre collectivité, devrait faire avec. Là, le dogme, c'est que les Français doivent faire avec, parce que l'État impose telle dépense. Pourquoi est-ce qu'on n'inverserait pas la vapeur ? Alors appelez ça la tronçonneuse ou Margaret Thatcher ou utilisez l'image que vous voulez. Mais pourquoi est-ce que l'État ne se remettrait pas dans la question de finalement on va faire avec ça parce que c'est tout ce qu'on a ? Parce que quand vous commencez à couper les dépenses, vous faites forcément des mécontents. Oui. Lorsque vous rentrez Bien sûr qu'on fait des mécontents. Lorsque vous rentrez dans le détail. Maintenant, c'est les Français qui sont mécontents. Non, mais je suis d'accord. Mais lorsque vous rentrez dans le détail, encore une fois, c'est le système social, c'est le système de santé, c'est la question, je reprends cet exemple, du remboursement des arrêts maladie, c'est le nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale. C'est le généralisé. C'est toujours un petit peu douloureux. Mais pour autant, je crois qu'aujourd'hui, et j'en reviens à la question du rassemblement de la droite et du centre que j'appelle de mes voeux, j'appartiens et on appartient à une famille politique qui doit avoir ce courage. Merci beaucoup, Maude Bréjon, d'avoir été l'invitée du grand rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. Très bon dimanche sur nos 2 antennes.